Malgré son côté très tranchant, Michel Onfray, qui n'aime pas Robespierre, pourtant, tient une parole qui, à mon avis, doit être reconnue et entendue. Certainement parce qu'il oppose un peu systématiquement le pur et l'impur, et que, en notre temps de confusion généralisée, il est bon que quelqu'un de temps en temps nous rappelle qu'il y a la possibilité d'un absolu, en tout cas l'espérance d'un absolu, et que cela nous fait du bien et réanime notre militantisme. Sans doute, Michel Onfray, dans Le miroir aux alouettes, est très loin de la pensée complexe d'Edgar Morin. Edgar Morin est celui qui préconise le dialogue avec un sens de, justement, de l'interaction entre des opposés. Interaction qui n'est pas toujours et nécessairement dialectique au sens de la pensée hegelienne et aussi marxiste, mais qui est peut-être plus proche quand on y regarde bien d'une certaine conception taoïste avec ces deux poissons tête-bêche où l'un contient le germe de l'autre et réciproquement. Il y a dans cette représentation du Tao, dans la pensée chinoise, une dialogique inévitable. Et si on prend ça sous l'angle du pur et de l'impur, il y a dans le pur de l'impur et dans l'impur il y a du pur. Michel Onfray, lui, nous propulse d'emblée dans le pur qui s'oppose systématiquement à l'impur. Il ne voit pas que dans l'être humain en particulier, il y a cette interférence, ces interactions qui se jouent et qui nous disent beaucoup plus de choses du côté de l'ambivalence, de l'équivocité. Parce qu'il est du côté du pur, lui qui prend ses références essentiellement dans un gaullisme de gauche, une figure tutélaire de Gaulle, qui est quand même paré un peu de toutes les vertus, bien qu'il soit reconnu quand même comme homme de droite, mais un homme de droite qui est au-dessus de la mêlée et qui, en fin de compte, veut vraiment le bien du peuple et accepte aussi, surtout, la volonté du peuple lorsque celui-ci ne veut plus de son autorité. Il n'insiste pas, il se dégage lui-même. Il n'a pas besoin d'être dégagé par un parlement quelconque. C'est du côté du gaullisme de gauche que se tourne Michel Onfray, dans la mesure où il reprend les catégories de pensée et les propositions politiques de ce mouvement qui était beaucoup plus donc à la gauche d'une position gaulliste traditionnelle. Dans sa reconnaissance positive du gaullisme, Michel Onfray insiste sur la politique économique du général du côté penchant vers la gauche. Par exemple, la nationalisation des houillères, de Renault et des transports aériens en 1944, la sécurité sociale en 1945, la création des comités d'entreprise la même année, la participation, autrement dit le projet d'association Capital Travail en faveur des ouvriers,
un projet torpillé en 51-52 puis en 68 par la gauche, dont Mitterrand, et une partie de la droite, Giscard, ce qui conduira De Gaulle à quitter le pouvoir après un référendum où gauche et libéraux ont voté contre lui. En juillet 1965, avec l'amendement Louis Valland, un gaulliste de gauche, une loi permet la répartition de la plus-value entre les ouvriers, à quoi l'on peut ajouter des réformes de la société assez peu dans l'esprit de la droite, le droit de vote des femmes en 1944 et la loi Neuwirth qui autorise la pilule en 1967. Certes, dit-il, De Gaulle ne fut pas libéral, car il refusait aussi bien le capitalisme, dont le libéralisme est la gourmandise, que le communisme, dont la religion est la planification technocratique. Il récusait, dit-il encore, tout autant l'opposition entre droite et gauche, en affirmant que cette lecture horizontale des choses manquait de hauteur et qu'il lui en préférait une autre, verticale, qui opposait en haut ceux qui veulent une France grande et forte, en bas ceux qui aspirent à la diluer dans de plus grands ensembles. Son pragmatisme lui faisait ainsi aussi bien recourir à des idées libérales, avec Jacques Rueff par exemple, qu'à des idées qui ne l'étaient pas, la planification, les nationalisations, l'étatisation, avec Maurice Thorez par exemple, quand ses choix fortifiaient et grandissaient la France. Pour Michel Onfray, De Gaulle fut un homme de gauche dont la gauche ne voulut pas, et qui de ce fait fut donc soutenu par la droite. Mitterrand fut un homme de droite, dont la droite ne voulut pas, et qui de ce fait fut soutenu par la gauche. En fait, à bien l'entendre, deux politiciens de la gauche socialiste reçoivent encore son assentiment. D'une part, Lionel Jospin, homme de rectitude, dit-il, mais surtout Jean-Pierre Chevènement, qu'il ne critique jamais. Je dois dire que je m'en étonne parce que j'ai eu l'occasion d'être le collègue de cet homme politique à l'UIT de Saint-Denis. Et j'avoue que sur le plan éducatif, en tout cas, ses positions autocratiques ne me faisaient pas croire qu'il pourrait être un homme de gauche ouvert et surtout porté vers l'autonomie et la coopération, comme le voulaient Proudhon et les anarchistes, la pensée libertaire dont se réclame pourtant Michel Onfray. Il faut dire que Mitterrand en prend pour son grade. Michel Onfray ne l'aime pas. Certes, les 2 premières années, entre 80 et 83, il était plus ou moins séduit quand même par les propositions socialistes. Mais à partir de 83, il trouve que la trahison mitterrandienne est trop grande et que cette trahison à l'égard du peuple et à l'égard des propositions initiales ont continué ensuite avec ses successeurs jusqu'à, de droite d'ailleurs, ou de gauche, jusqu'à Hollande. Michel Onfray également nous pose une question sur notre pertinence à l'égard de la diabolisation du Front National. Où dit-il, le Front National est un parti fasciste qui en présente toutes les caractéristiques, notamment du national-socialisme ou du fascisme mussolinien. Et dans ce cas, on doit l'interdire, on doit l'arrêter par tous les moyens, au niveau d'une loi ou en utilisant les lois de la République. Ou ce n'est pas le cas, et par exemple, on accepte que Marine Le Pen puisse prendre une position électorale, être reconnue dans les votes démocratiques. Et dans ce cas, il faut accepter qu'elle n'est pas anti-républicaine, mais qu'elle fait partie du monde républicain. Certes, Marine Le Pen, si elle est de la droite extrême, n'est pas
peut-être de l'extrême droite comme son père, qui le fut et qui le reste toujours, ainsi que les amis, le clan qui gravite autour de Jean-Marie Le Pen et qui aussi gravite nécessairement donc autour de Marine Le Pen. Point. Certes, on peut penser avec lui qu'au nom de la l'égalité démocratique, on doit accepter que Marine Le Pen et ses acolytes puissent s'exprimer au même titre que les autres dans un débat démocratique. Point. Mais il est évident que la logique interne du Front National, depuis toujours, est une logique d'extrême droite qui nie absolument toute valeur démocratique. Et même si Marine Le Pen semble aller vers une reconnaissance de ces valeurs, on doit dire qu'il y a là une dangerosité qu'on ne peut pas éviter. Jusqu'à présent, les urnes ont empêché son accession au pouvoir suprême. Ce ne sera peut-être pas toujours le cas, et dans ce cas, Michel Onfray verra en quoi la politique de droite extrême de Marine Le Pen l'a conduit très loin des conceptions libertaires que défend Michel Onfray. Michel Onfray propose une politique anarchiste et libertaire qui s'oppose en tout point à un gouvernement autoritaire du capitalisme asservi, où domine la hiérarchie, étymologiquement le pouvoir du sacré, qui suppose un sommet, dit-il, qui décide, et une base subissant ce qui a été décidé pour elle. Ce gouvernement autoritaire fait descendre les ordres d'en haut. Il se réclame du peuple, mais l'assujettit. Il s'appuie sur la police et l'armée, l'État. Il envoie en prison ses opposants. Il est fort avec les faibles, dit-il, et faible avec les forts. Il entretient la paupérisation. Il est le courroie de transmission de l'exploitation des ouvriers par les propriétaires. Au contraire, pour lui, le gouvernement anarchiste abolit la hiérarchie. Il ne croit qu'au contrat immanent passé par des citoyens libres. Il établit et garantit la coopération, la mutualisation, la fédération. Il permet au peuple de décider directement pour lui-même. Il est libertaire et ne recourt à aucune autre force que celle de ses citoyens. Il lutte contre l'appauvrissement des pauvres et interdit l'enrichissement indécent des riches. Il organise la société de façon à abolir l'aubaine, qui est une confiscation par les propriétaires de la plus-value dégagée par les travailleurs, à supprimer l'exploitation, à en finir avec la domination, à lutter contre l'injustice sociale. Il n'hésite pas à parler de capitalisme libertaire, qui ne serait plus redevable du marché, un marché qui fait la loi, mais plutôt de la justice sociale. Il est un admirateur de Proudhon et de quelques autres dans la ligne. Il a de la sympathie pour La Ruche, l'école alternative de Sébastien Faure, créée en 1904 près de Rambouillet, l'université populaire de Georges Deherme, fondée en 1898 et intitulée La coopération des idées. 6 Faubourg Saint-Antoine à Paris. Les milieux libres de Georges Buteau et Sofia Zaïkovska. Les bourses du travail de l'anarcho-syndicaliste Fernand Pelloutier. La camaraderie amoureuse de Armand et de tant d'autres. Expériences libertaires, concrètes, qui peuvent aller de la création de crèches, d'écoles ou de maisons de retraite à l'ouverture de coopératives ouvrières, de mutualisation des producteurs, des jardins ouvriers, en passant par les expériences du type LIP dans les années 70. Il est évident pour moi que ces idées clés de la pensée libertaire, je les reconnais comme valables et pertinentes et vraiment jamais mises en œuvre
dans un gouvernement de gauche, a fortiori de droite naturellement, dans la France contemporaine. Néanmoins, l'homme politique lucide doit accepter la réalité sociale et économique qui existe dans son pays et dans le monde, et ne peut, comme par enchantement, proposer une autre vision du monde qui réussirait à coup sûr. Certes, il doit maintenir cette pureté du regard, cette utopie concrète et réaliste pour lui-même et pour ses amis. Mais il doit aussi tenir compte de la réalité, de la complexité des façons d'être, de penser, de sentir des citoyens de son pays. Chez nous, il est évident que cette complexité, si bien mise en œuvre par Edgar Morin, se compose d'éléments extrêmement contradictoires, paradoxaux, ambivalents, et qui fait qu'à l'heure actuelle, par exemple au présidentiel, on ne sait vraiment plus pour qui voter. On sent bien qu'un mouvement s'est dessiné depuis quelques années, que j'appelle un mouvement éthique, et que ce mouvement éthique tend à renverser les situations établies, à poser des questions graves sur l'honnêteté des hommes politiques et leur façon de conduire les affaires. Une parole libertaire qui arriverait à un gouvernement de gauche poserait justement des questions qui seraient des questions durables et pertinentes, vraisemblablement révolutionnaires par rapport à la plupart des institutions bien établies de la vie politique. C'est la raison pour laquelle, malgré le côté un peu tout ou rien de la pensée de Michel Onfray, je le reconnais comme un des penseurs les plus importants pour la réflexion sur le sens de la vie de l'homme contemporain. À bien le considérer d'ailleurs, pour moi, il est assez proche du côté libertaire qu'on rencontre dans la pensée de Krishnamurti. C'est une pensée qui ne se veut pas systématiquement politique, mais qui donne à l'individu, à la personne, le ressort ultime de la création d'une autre société, à partir d'une connaissance de le fond de ses conditionnements, à la fois biologiques, psychologiques, économiques, sociaux. Alors oui, la pensée de Michel Henry est une pensée remarquable, qui est faite surtout d'une exigence, en une congruence, je dirais, entre ce qui est pensé et ce qui est vécu, ce qui est rarement le cas chez les hommes politiques et chez les philosophes. Paroles nécessaires qui entrent dans la construction sensible de la réalité humaine et sociale et qui s'ouvrent sur peut-être une métamorphose du politique comme du sacré, qui n'est pas refusée mais qui est transformée radicalement dans une perspective non dualiste et chez lui athée et chez d'autres agnostiques. Point.